Moi, c'est Lisa Bellinghausen, je suis docteur en psychologie et avec mon collègue Christophe Haag, nous avons donc mené cette étude sur l'intelligence émotionnelle à laquelle vous avez participé. Et donc, tout d'abord, déjà, un grand merci pour votre investissement. Pour nous, voilà, on est en train de traiter les résultats et c'est vraiment super. Voilà, ça nous permet de faire avancer la recherche et en même temps aussi nos pratiques. Alors moi, je suis docteur en psychologie. Ma passion, c'est l'émotion. C'est dans tous mes pratiques, que ce soit en accompagnement individuel, mais aussi dans les formations. L'émotion, c'est toujours mon fil conducteur pour aborder les situations individuelles, mais aussi collectives. Et aujourd'hui, je partagerai avec vous un bout de ma manière, de notre manière avec mon collègue d'aborder le monde des émotions, notamment dans le management. Alors, déjà, à quoi ça sert ou qu'est-ce que c'est l'intelligence émotionnelle? Moi, j'aime bien prendre comme un exemple une situation, c'est finalement l'intelligence émotionnelle, ça va nous servir à quoi? Ça va nous servir à rester serein dans une grande partie de situation et peut-être de vivre notre vie avec plus d'épanouissement et si on parle de travail aussi avec plus de performance. Alors, les différentes études montrent clairement que, en fait, une personne qui est émotionnellement intelligente, en fait, elle va gérer beaucoup plus efficacement son stress, mais aussi le stress des autres. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on a des compétences émotionnelles, on arrive à détecter les signaux des émotions, donc à faire vraiment un diagnostic de l'émotion et de pouvoir rentrer en empathie, chercher à comprendre ce qui se passe, mais pour soi, pour l'autre. Et donc, du coup, on a une vraie meilleure gestion du stress aussi parce qu'on attend beaucoup moins l'accumulation, mais on met en place déjà des choses beaucoup plus tôt. Aussi, on a des effets vraiment sur la santé. On voit qu'il y a beaucoup moins de dos, de ventre, de tête, 3 fois moins de risque de tomber en burn-out pour les personnes émotionnellement intelligentes. Donc, c'est un vrai protecteur pour notre santé physique et aussi mentale. Et puis, on voit très bien aussi des effets sur tout ce qui est prise de décision, sur la négociation, sur des variables un peu plus dures, entre guillemets, du monde du travail, où on est sur des variables plutôt de performance. Un autre domaine aussi où l'intelligence émotionnelle est au cœur, c'est tout ce qui est la qualité des relations. On voit bien parfois, il y a des personnes qui partagent jamais d'émotions. Et finalement, on est là, on est un peu en tâton parce qu'on ne sait pas est-ce que la personne, ce que je viens de dire, elle le prend de cette manière ou d'une autre manière. Ou d'une autre manière. Donc, du coup, il y a toujours ce questionnement-là. Quand on n'exprime pas les émotions, l'émotion dans la relation est un vrai guide. Et je viens de voir la question, est-ce que vous allez recevoir cette présentation? Bien volontiers, je peux vous envoyer le PowerPoint sous format PDF, hein, donc bien volontiers. Voilà. Donc voilà pour l'introduction, situer un peu le sujet, c'est vraiment l'émotion est au cœur de pas mal de choses. Alors, le manager émotionnellement intelligent, qu'est-ce qu'il fait en fait? Ce qu'il fait, lui, c'est il accueille les émotions et il accueille toutes les émotions parce qu'il y a des émotions qu'on a plus envie d'accueillir que d'autres. Si j'ai un collègue qui est joyeux, bah, peut-être c'est plus aisé d'accueillir ça qu'un collègue qui est en colère ou qui est triste, hein, ou qui a peur. Et en fait, le manager émotionnellement intelligent, il accueille toute la palette des émotions, qu'il s'agit des siens ou de celles des autres. Et une fois il les accueille, il y a un vrai travail de repérage, de vérifier est-ce qu'on a affaire à la bonne émotion. Et c'est ce travail-là qui va permettre dans un temps après de travailler sur comment je transforme les émotions en ressources. Alors, ceux qui excellent là-dedans, c'est à peu près 1% de la population des managers en France. Donc, on n'est pas voilà, vraiment expert là-dessus, on est très peu. Après, voilà, on est plus sur aussi des gens dans la moyenne ou un peu plus faible. Donc, on a cette distribution là, comme dans tous les tests d'intelligence. Alors, je vois vos questions au fur et à mesure. Ce que je vais faire, parce que sinon, ça va m'interrompre et je vais vous répondre à chaque fois aux questions. Je les vois et je les reprendrai tous à la fin. J'espère que ça vous convient. Voilà, sinon, je vais à chaque fois m'interrompre pour y répondre. Donc, je vous répondrai à toutes les questions à la fin. Ça marche? Alors, du coup, rentrons un peu plus dans cette histoire. Qu'est-ce qui nous disent les études sur l'intelligence émotionnelle?
Alors aujourd'hui, nous, on dit qu'on assiste à une véritable révolution affective des théories et aussi des pratiques de management. Si on prenait 10, 20 ans en arrière, en fait, l'émotion, c'était pas vraiment, c'était plus une variable parasitaire, mais c'était pas vraiment quelque chose qu'on cherche à apprivoiser dans le monde du travail. Aujourd'hui, on s'intéresse à l'impact sur la performance et je vous dirai un mot après. Et puis, il y a aussi tout un travail sur la gestion de l'équipe, du leadership et de la prise de décision. Alors, dans la prise de décision, il y a deux grands courants autour des émotions. Premièrement, on s'intéresse à l'impact d'émotions spécifiques sur la prise de décision. Et est-ce que c'est par exemple quand je suis en colère que je prends les meilleures décisions ou si je suis joyeuse? Et ici, les études montrent plutôt qu'en fait, il faudrait prendre parfois les décisions. Si on est en joie, on risque de prendre des risques très importants. Donc là, ça va affecter notre décision d'une certaine manière. On est plutôt sujette à vouloir y aller. Alors que la peur, ça peut être un très bon conseiller pour la prise de décision parce qu'elle va nous amener à prendre des risques plutôt modérés. Donc, en fait, ici, il y a tout un courant qui s'intéresse sur quel serait le meilleur mélange émotionnel pour prendre une décision efficace. Après, on a les études qui s'intéressent aussi plus à l'intelligence émotionnelle et la prise de décision. Et on voit que les managers qui savent prédire les évolutions des émotions dans le temps, en fait, ils prennent des décisions plus audacieuses et plus payantes au final. Donc, on a tout un courant aujourd'hui dans la recherche qui nous montre que finalement, on ne peut pas prendre de décision sans prendre en considération nos émotions. Il y a même un risque, c'est que si je ne suis pas au clair avec mes émotions, est-ce que ma décision, elle est animée par uniquement des émotions qui ont peut-être parfois même rien à voir avec la décision, ou est-ce que c'est vraiment stratégique? Un autre courant d'études, il s'intéresse beaucoup au leadership. Et là, on voit clairement que les leaders, quand ils sont dotés d'empathie, ce sont des meilleurs leaders et ce sont aussi ceux qui émergent comme des leaders naturels. La personne qui sait accueillir l'émotion de l'autre, la décoder, aujourd'hui, on voit clairement que c'est une donnée du leadership incontournable. Maintenant, on est loin d'avoir tous les leaders qui sont dotés d'empathie. C'est pas tout à fait ça qu'on voit dans la pratique, mais on voit bien qu'il y a un lien fort. Aussi, le lien entre la régulation et quel lien dans le management, on voit que quand le leader sait activer les bonnes émotions au bon moment, par exemple, je dois créer de la performance créative, de l'innovation. Et le leader, il sait mettre son équipe en tension, il sait générer l'angoisse modérée, qui est vraiment l'émotion en fait qui facilite la créativité dans les cadres de brainstorming. Du coup, on va voir une augmentation de performance. Et la personne qui sait bien réguler les émotions, elle sait faire ça, elle sait activer les bons mélanges des émotions au bon moment. Un moment quand il faut créer de l'appartenance, il sait susciter une fierté collective, ce qui va resserrer les liens et augmenter la qualité des relations. Donc là aussi, on voit vraiment qu'il y a des liens forts entre intelligence émotionnelle et notamment cette capacité à réguler les émotions et la performance de l'équipe, la qualité de relations. Un dernier exemple, c'est aussi quand on partage une vision, quand on partage un message et les managers dans les entreprises, votre travail consiste quand même en grande partie à transmettre des messages, à faire adhérer aux messages. Nous, on voit clairement, lorsqu'on met de l'émotion dans les messages, dans les visions, on a beaucoup plus d'adhésion. Vous voyez des images de politique sur mon support. Loin de moi de prendre politiquement position, c'est vraiment pas mon objectif. C'est plutôt, vous vous rappelez certainement du discours de Obama. Obama, vous voyez, il a une larme qu'il essuie. Et maintenant, si je vous donnerai la parole, il y en a certains, je suis sûre, vous savez exactement de quel discours il s'agit. C'était le discours après la tuerie à l'école. Et on ne se rappelle pas de beaucoup de discours d'Obama, mais de celui-là, beaucoup de personnes se rappellent. Et on voit ici quoi? C'est que quand je mets de l'émotion dans ma manière de communiquer, de transmettre un message, une vision, finalement, ça va devenir beaucoup plus convaincant et je vais avoir beaucoup plus d'adhésion autour. Donc, du coup, en résumé, quoi? C'est vraiment l'émotion et l'intelligence émotionnelle, c'est au cœur des relations, au cœur de la performance et aussi du bien-être et de la santé.
Et peut-être les émotions et l'intelligence émotionnelle, c'est même ce qui va permettre de conjuguer à la fois la performance et le bien-être dans toutes ces dimensions, que ce soit sociale, physique ou psychologique. Mais du coup, on a déjà parlé beaucoup autour de l'intelligence émotionnelle et on ne sait pas encore très bien ce que c'est. Alors, qu'est-ce que c'est l'intelligence émotionnelle? Et dans l'étude où vous avez participé, vous avez vu, il y avait toute une partie du questionnaire, c'était plutôt les dernières parties, où c'était vraiment centré sur l'émotion. Et nous, on évalue donc l'intelligence émotionnelle avec cet outil. Et je vais vous en parler un peu de notre modèle. Pour introduire cette histoire d'intelligence émotionnelle, je vais juste en amont vous montrer une petite séquence vidéo. Alors, elle est très rapide et c'est du monde du sport, mais vous allez assister à un comportement émotionnellement intelligent. Alors, voilà pour introduire l'intelligence émotionnelle. J'espère que ça passera sur vos connexions. Alors voilà la petite vidéo, on peut se demander quel est le lien avec l'intelligence émotionnelle, mais en fait, ce qu'on voit, c'est ici, le joueur, qu'est-ce qu'il utilise? Il utilise la surprise. Il utilise cette émotion de manière stratégique pour obtenir un avantage ici de performance. Alors, si je décortique un peu, qu'est-ce qu'on voit? C'est que, en fait, le joueur, il sait que la surprise à haute intensité peut sidérer les gens. Et donc, pour lui, ça devient un avantage stratégique parce qu'il doit emmener la balle quelque part. Et donc, qu'est-ce qu'il doit savoir encore? Il doit savoir comment déclencher la surprise. Et comment on déclenche la surprise avec un comportement qui est complètement contraire à toute attente. Et donc, du coup, ici, on voit très bien ce joueur-là. En fait, il a utilisé l'émotion pour obtenir un avantage stratégique et par la suite aussi plus de bien-être parce que s'il gagne, bah, évidemment, ça va alimenter son bien-être. Vous vous rappelez peut-être aussi le service à la cuillère au tennis de Chong dans son match. Là aussi, évidemment, on est au cœur de ces questions d'émotion. Alors, c'est une vision un peu stratégique qu'on propose de l'intelligence émotionnelle. C'est effectivement c'est l'émotion, parce que toute émotion est utile. La nature, elle nous a dotés de cette belle outil pour mieux nous adapter à notre environnement. Donc, c'est pas quelque chose qui a été inventé pour nous embêter, mais chaque émotion a une utilité. La surprise, à la base, elle va ouvrir notre perception pour voir qu'est-ce qui se passe dans notre environnement pour mieux nous adapter. La peur, elle va augmenter notre vigilance et nous mettre vraiment en prise de risque modérée. La joie, elle va nous créer le partage, l'ouverture. Donc, chaque émotion a une fonction. Et donc, parce que les émotions ont des fonctions, elles sont utiles. Et en fait, l'intelligence émotionnelle, elle va nous permettre de faire quoi? De canaliser l'émotion pour en faire un allié dans tout un tas de situations. Alors, hop, voilà. Donc, du coup, si je devrais résumer, c'est quoi? C'est l'intelligence émotionnelle permet de nous aligner avec les émotions, c'est-à-dire d'être dans le meilleur mélange émotionnel, celui qui va être en harmonie avec la situation. Ou parfois, si c'est pas aligné, je peux modifier mon mélange émotionnel ou je peux changer de situation. Alors, comment ça se passe plus en détail? On a deux grands pôles de compétences dans l'intelligence émotionnelle. Premièrement, c'est vraiment cette capacité à diagnostiquer son état émotionnel ou celui de l'autre. Une première chose, il faut déjà que je sache à quoi j'ai affaire pour pouvoir agir sur l'émotion. Et parfois, on a l'impression que c'est une banalité. J'ai été encore en animation hier et on voit combien c'est difficile de vraiment savoir exactement à quelle émotion on a affaire. On fonctionne parfois par économie. On se dit, j'ai observé un sourire, donc la personne, elle est joyeuse. Mais peut-être, j'ai pas pris en considération d'autres indices qui me disent que peut-être il s'agirait d'autre chose. Donc ici, c'est cette première capacité, comment je fais un diagnostic et on va voir dans un instant comment exactement on peut y procéder. Et c'est que ensuite, je peux basculer en mode tactique émotionnel.
Alors, l'intelligence émotionnelle en détail. Vous voyez ici un schéma en 7 étapes. En 7 étapes, parce que nous, face à l'émotion, on vous propose de décoder ce qui se passe en 7 étapes. Premièrement, c'est face à une émotion, je vais collecter les indices. Les indices sont de nature différente. Je peux avoir un indice comportemental, mais aussi de mon corps, du visage, de la posture. Et chaque émotion va avoir sa configuration particulière d'indices. Et une fois que j'ai les indices, je peux m'intéresser aussi aux sources de ces émotions-là. Alors, ça va me permettre de faire quoi? D'aboutir à dire je ressens de la colère ou quelqu'un est en colère ou je suis en joie ou dans un autre état émotionnel. Alors, je vais vous donner un exemple. La colère, généralement, on va voir comment que quelqu'un est en colère. On va avoir déjà un changement au niveau du visage, les sourcils froncés, les mâchoires plus serrées. Le buste va partir en avant. Voilà, et on va se grandir. Hein, on va essayer d'être plus imposant pour faire intimider l'autre. Donc, les gestes vont être plus brusques. La voix, elle va être plus affirmée, on va être plus directif aussi très souvent. Et puis, en termes d'acte de corps, qu'est-ce qui se passe? On va avoir une accélération du rythme cardiaque, respiratoire pour emmener l'oxygène dans les muscles pour être prêt à me battre. Alors ça, c'est plutôt les manifestations et qui peuvent varier évidemment dans leur degré d'intensité. Une petite colère va être pas caractérisée de la même manière qu'une colère 7 sur 7. Et puis, l'émotion a aussi une source. Une source. Alors, qu'est-ce que ça pourrait être la source de la colère? La grande majorité des sources de colère vont tourner autour des injustices. Les injustices, un problème de respect ou que j'ai été touchée et heurtée dans mes valeurs. Et donc ça va être généralement le déclencheur de l'émotion. Aussi, ce qui est intéressant à noter, c'est chaque fois on a une émotion, elle nous renseigne sur nos besoins. Alors, le besoin sur lequel nous renseigne la colère, c'est un besoin qui n'est pas nourri, parce que c'est une émotion déplaisante. Donc, le besoin qui n'est pas nourri, c'est en fait, dans le cas de l'injustice, c'est que j'ai besoin de justice, d'équité. Dans le cas d'un irrespect, je vais avoir besoin de respect. Donc, ici, le besoin, ça va être le changement. J'ai besoin d'un changement. Donc, du coup, si je fais un check-up de mon émotion et je ressens de la colère, voilà toutes les informations quelque part que je vais recueillir. Évidemment, si je me trouve dans l'émotion de joie, ça va être une autre configuration. La joie, ça va être plutôt, je vais avoir le sourire, les yeux qui pétillent, les postures d'ouverture, d'accueil, les pencher peut-être en avant vers les personnes, envie de sauter, de partager, d'être avec les autres. Et le déclencheur, c'est plutôt quelque chose, une réalisation, une atteinte de quelque chose de plaisant, un accomplissement peut-être. Donc voilà, pour ce qui est du diagnostic émotionnel. Donc du coup, qu'est-ce que j'ai pris en considération? Souvent, ce qui se passe en moi, dans mon corps, alors ça c'est plutôt d'ailleurs une information chez soi, parce que le corps de l'autre, il faut que l'émotion est vraiment intense pour que finalement je puisse la voir sur son corps. Et puis il y a les autres indices, le comportement de la personne, les gestes, les postures, la voix, le visage, qui me permettent aussi d'avoir des informations sur l'émotion. Et puis, les déclencheurs, les sources. Les émotions ont des causes précises. C'est pour ça aussi d'ailleurs que je peux agir en partie sur le monde des émotions. Et face aux causes, je vais chercher à chaque fois le déclencheur et son besoin. Un exemple pour le scan corporel. Ici, vous voyez plusieurs corps. Vous les avez vus peut-être dans le test. Tout à gauche, vous avez le grand corps, c'est quelque part le corps quand il est neutre. Juste après, on voit que le corps est plutôt en sous-activation à l'extérieur, mais qu'il y a quand même pas mal de choses qui se passent à l'intérieur. Et là, on est sur la tristesse. Ça, ce serait plutôt l'émotion de tristesse. À côté, on va être sur l'émotion de peur. On voit qu'il y a une grande activation dans le buste, mais aussi qui va dans les pieds. À côté, c'est le bonheur ou la joie. On voit que l'activation est partout, partout, partout. Ce qui d'ailleurs différencie l'activation du bonheur de la colère, où on a beaucoup plus une activation du buste, où on a vraiment ce mouvement en avant. Donc comme ça, c'est une vraie lecture ici du corps, de l'émotion. On lit l'étendue, on lit l'activation, les rythmes,
les chaleurs, et ces indices-là peuvent nous donner des indications précieuses sur l'état que nous ressentons. Sachez que bien souvent, le corps, par rapport à notre propre émotion, est un indicateur très premier qui nous aide. Alors, moi, j'accompagne des personnes, parfois ils me disent, moi, le corps, l'émotion, je la ressens quand j'ai mal au dos, quand j'ai mal au ventre, ou quand j'ai une oppression sur mon plexus solaire. Je leur dis, c'est quand l'émotion est déjà extrêmement forte. À un moment, quand on s'entraîne, on peut lire l'émotion dans le corps beaucoup plus tôt. C'est déjà quand je sens que mes mâchoires se crisent, quand j'ai le rythme cardiaque qui s'accélère, on est dans une détection de l'émotion beaucoup plus précoce. Je vous ai mis une diapositive sur tous les indices émotionnels qu'on peut recueillir. On a parlé de visage, des comportements, il y a les pensées, etc. Et puis, il y a cette logique que chaque émotion est rattachée à un déclencheur, mais nous renseigne également sur un besoin. Vous avez l'exemple sur la colère, la peur et la fierté, qui évidemment n'ont pas les mêmes besoins et n'ont pas les mêmes déclencheurs. Mais ce qui est à prendre aussi en compte, pour qu'un déclencheur nous déclenche vraiment de l'émotion, il y a quelque chose qui se passe, c'est que je vais interpréter la situation. Et la situation, quand je l'interprète, c'est cette interprétation qui va vraiment déclencher l'émotion. Ou au moins, elle jouerait à 50%. Je vous ai mis une image de BD ici qui explique ça assez bien. Vous avez un bonhomme. Il est de mauvaise humeur aujourd'hui parce que demain, il va pleuvoir. Et demain, il est de mauvaise humeur parce qu'effectivement, hier, il pleut. Et le surlendemain, il est de mauvaise humeur parce qu'hier, il a plu. Alors du coup, le bilan est un peu terrible parce qu'il est de mauvaise humeur pour pluie 3 jours, alors qu'en fait, il n'a plus qu'un seul jour. Et donc, juste cette image pour vraiment attirer votre attention dessus, 50% de des émotions que nous vivons dépend aussi de notre manière de voir le monde. Évidemment, il y a des facteurs comme l'environnement où je vis, ma socialisation, mon éducation qui interviennent, mais il y a 50% sur quoi on a la main. Et donc là, il y a quand même un grand message d'espoir parce que ça veut dire que je peux développer mes compétences émotionnelles et apprivoiser mes émotions pour augmenter mon bien-être et ma performance et peut-être aussi celle autour de moi. Alors, vous avez vu, on a fait maintenant les 3 premières étapes en fait de notre processus émotionnellement intelligent. Et maintenant, on va rentrer dans la tactique émotionnelle. Alors, est-ce qu'on rentre en tactique émotionnelle? En fait, la première question qu'on se pose, c'est, mais en fait, sur quelle autoroute de l'émotion je me trouve? Alors, est-ce que je me trouve sur la colère et à quelle intensité je m'y trouve? J'aime bien prendre l'exemple des autoroutes que vous voyez sur l'image parce que, alors, moi, je suis allemande, je vais vous faire un aveu, j'aime bien conduire vite. Alors, quand je suis sur mon autoroute, je conduis vite. La sortie, si je suis à 180 ou 200, prendre la sortie pour aller sortir de l'autoroute, c'est bien compliqué. Mais avec l'émotion, c'est pareil, vous voyez. Si je suis à 80 sur l'autoroute de la colère, prendre la toute petite sortie, ça va être compliqué. Alors que si je suis, par exemple, à 3 sur 7, ça va être beaucoup plus aisé. Si je suis en colère d'après une personne, un collègue, un collaborateur, si je suis à 6 sur 7, c'est compliqué de me connecter à l'intérêt pour comprendre pourquoi il a agi comme ça. Pourquoi, en fait, quelle est l'intention qu'il avait? Est-ce que peut-être on pourrait co-construire une solution? Avec une colère 6 sur 7, c'est compliqué. Alors que si elle est à 3, c'est peut-être autrement possible. Je vais pouvoir m'affirmer, défendre ma limite, mais évidemment, je vais avoir du coup un autre impact. Donc, apprécier l'intensité de l'émotion, nous, on le travaille vraiment pour que ça devienne un vrai réflexe. C'est quelle est l'intensité de l'émotion? Parce que selon l'intensité, les conséquences de mon émotion ne vont pas être les mêmes. On a déjà dit tout à l'heure que chaque émotion a une utilité. Alors, la colère, l'utilité, c'est la combativité. C'est une très bonne émotion. Ça me permet aussi de marquer mon territoire, de dire, voilà, là, tu m'as marché sur le pied, c'est ma limite, tu l'as touché. Moi, ça ne me convient pas de fonctionner comme ça. Je veux que ça change. Donc, j'ai besoin, la colère, elle permet ce genre de choses. Mais si elle est trop intense, je peux perdre le discernement. Et du coup, je peux dire des choses blessantes que finalement, au fond de moi-même, je pense peut-être pas, mais qui sortent à ce moment. Je peux devenir agressif, violente. Et donc, du coup, là,
on voit bien quand l'émotion devient trop intense, on perd de discernement. Inversement, c'est vrai aussi. Si l'émotion est trop peu intense, moi je me rappelle d'une personne que j'ai accompagnée, je lui demandais, et la colère, tu l'exprimes comment? Il me dit, ben, je souris. Je dis, ah bon? Et il me dit, mais je comprends pas pourquoi les gens prennent pas en compte quand je leur dis des choses. Je dis, ben, si en fait, au lieu de dire avec affirmation, tu souris, évidemment là, tu vas avoir un problème parce que les gens ne comprennent pas qu'ils t'ont marché sur les pieds. Donc, il y a quelque chose où la juste intensité nous permettra de favoriser qu'on a accès à la vertu de l'émotion. Et c'est vrai pour toutes les émotions. Prenons l'exemple de la fierté. La fierté à 6 sur 7, 7 sur 7, beaucoup de personnes me disent, non, mais la fierté, ça, c'est de l'arrogance. C'est faire le coq. Et en fait, je leur dis, non, ça, c'est peut-être la fierté extrêmement, très, très forte. Mais avant, c'est quoi? Avant, ben, en fait, je me sens confiant en moi, c'est la confiance en moi, c'est je me sens compétent, je me sens à la place où je dois être. Donc, c'est une très bonne émotion. Si je ne me connecte jamais à cette émotion, je passe à côté de superbes occasions pour nourrir mon estime. Donc, ça ne va pas le faire non plus. Donc, vous voyez, il y a un lien fort entre quelle intensité a mon émotion et quelles sont potentiellement les conséquences de cette émotion. Du coup, une fois j'ai évalué ces deux étapes, en fait, je vais pouvoir sélectionner le bon état émotionnel au bon moment. Je veux exprimer à quelqu'un un désaccord, un recadrage. OK, je suis en colère. Exprimer les choses à 6 sur 7 risque que je perds le lien. OK, si je l'exprime à 3, pourquoi pas? Est-ce qu'il y a une émotion ressource à laquelle je pourrais faire appel? Oui, une émotion ressource qui me permet de créer du lien, de rester dans le lien, ce serait laquelle? Ah, peut-être l'émotion de curiosité, d'intérêt pour l'autre ou d'empathie, pas empathie, mais de quelque chose autour de l'intérêt ou des fiertés partagées du passé. Donc, du coup, on a ici quelque chose comme on va se fixer un objectif émotionnel dans une situation par rapport aux émotions que je vis et l'objectif dans la situation. Bah, tiens, je vais pouvoir me poser la question, quel serait le bon mélange émotionnel? Je vais vous prendre l'exemple de la prise de parole en public. Peut-être ça vous parle. Alors moi, par exemple, pour un webinaire, là, c'est quelque chose que je pratique plus souvent maintenant, mais mon premier webinaire, et ça reste toujours un peu vrai pour tous les webinaires, je commence quand même avec une grande inquiétude par rapport à tout mon matériel informatique, est-ce que ça va marcher, etc. Et puis, moi, qui est une personne qui a besoin de liens, être avec des personnes que je vois pas ou j'en vois très peu, et puis en plus, on éteint les micros pour aider au démarrage. Donc, pour moi, c'est une situation extrêmement émotionnellement fort. Donc, du coup, j'ai une ressource, ma peur, mais elle ne doit pas partir trop fort, sinon ça ne va pas le faire non plus, parce que je vais être ça va risque de me bloquer. Alors, du coup, je dois la maintenir à 3, peut-être, pour avoir la vigilance. Et en même temps, quelles sont les autres émotions, ressources que je peux m'activer? Bah, tiens, je peux me dire, j'ai déjà vécu des situations de webinaire et ça s'est bien passé. Et je connais un petit peu mon logiciel. OK. Et puis, les personnes sont des ressources. Il y en a quand même quelques-uns qui laissent la caméra et je vois leur visage. Super. Donc, du coup, voilà, je peux me régler comme ça dans un état émotionnel où je vais chercher des émotions ressources qui vont me permettre d'être dans un état émotionnel le plus favorable à mon objectif. C'est partager aujourd'hui un bout de ma passion et peut-être quelques bonnes pratiques autour de l'intelligence émotionnelle. Donc, voilà cette étape-là. En fait, une fois quand j'ai clarifié quelle est l'intensité de mon émotion, quand j'ai regardé est-ce que les émotions telles qu'ils sont dans leurs intensités, est-ce qu'il y a des risques? En quoi elles peuvent être utiles à ma situation? Je peux me définir un état émotionnel cible. Une fois j'ai cet état, bah en fait, je vais pouvoir mettre en place les stratégies de régulation pour pouvoir m'activer les émotions, pouvoir baisser parfois les intensités ou les augmenter selon les situations. Alors, comment ça marche cette histoire de régulation? Alors, il y a une première chose qu'il est vraiment important de garder en tête. Vous voyez mon schéma du cerveau, c'est en fait l'émotion, c'est plutôt où c'est orange où ça naît. Et la régulation
Volontaire, comme vous voyez, c'est plutôt violet et bleu. Donc, en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, en fait, on va changer d'air dans notre cerveau quand on veut réguler. Donc, on doit on passe en mode préfrontal à un moment pour aller consciemment, volontairement réguler les émotions. Et donc, on a besoin d'une fenêtre temporelle pour pouvoir le faire. Voilà, on a besoin de dégager un temps, de se dire, ah, mon état émotionnel, est-ce qu'il est aligné ou pas? Et qu'est-ce que je dois faire? Et ça prend un petit peu de temps. On a besoin de cette fenêtre temporelle pour réguler. Après, on a plusieurs familles à notre disposition. L'émotion, en fait, on peut la réguler à plusieurs moments. On a 5 grandes familles. Une émotion, on peut la réguler au niveau de la situation. Je vais vous prendre l'exemple d'une prise de parole. C'est effectivement, je peux, avant de prendre la parole, vérifier mon matériel, visiter la salle. Je peux m'entraîner avec un collègue. Tout ça, c'est pour baisser l'intensité de l'émotion lorsque je vais me confronter à la situation. Je sais que c'est bientôt les entretiens d'évaluation ou d'évolution ou de développement en entreprise. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux décider, par exemple, de comment j'installe les chaises. Est-ce qu'on se met en face à face, côte à côte? C'est pas pareil. Est-ce que je conduis l'entretien dans le bureau, le mien, ou est-ce que je le conduis dans une salle un peu plus neutre? Ça va pas induire les mêmes états émotionnels. Je propose de l'eau, je mets un environnement confortable si je veux que ça se passe bien. Si je veux que ça se passe pas bien, parce que j'aime pas la personne, je peux aussi installer un environnement stressant. Vous voyez? Donc, on a toute une partie de marge à travailler sur la situation. Et la deuxième, rappelez-vous, on a parlé des besoins. Une vraie marge pour réguler nos émotions, c'est de décoder le besoin qui est non nourri ou qui est nourri. Dans le cas des non nourris, on va chercher à les nourrir. Dans le cas de la peur, mon besoin, c'est de retrouver de la sécurité. Donc, je vais chercher à mettre en place des stratégies de sécurisation sur la situation. En cas d'émotions déplaisantes, donc je vais chercher à nourrir les besoins. Et dans les cas des émotions plaisantes, le besoin est nourri, donc je vais pouvoir chercher à reproduire la situation. Donc, voilà la première famille de régulation au niveau de la situation. Après, on a une famille, c'est sur notre attention. C'est où est-ce que je porte mon regard. Vous connaissez certainement les stratégies dysfonctionnelles ici, c'est la rumination. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de ruminer. Généralement, on rumine les aspects négatifs de la situation. Ah, ça n'a pas marché, j'aurais dû faire comme ci, comme ça. Alors, c'est un exemple de porter notre attention de manière exagérée sur les aspects négatifs de la situation. Une stratégie de régulation peut consister volontairement de ruminer du positif. Vous connaissez exactement la stratégie, mais on cherche peut-être à porter notre attention sur les aspects positifs de la situation, les ressources. On peut aussi travailler avec le changement cognitif, c'est en bleu, c'est je réévalue la situation, je vais aller chercher à chercher, est-ce que c'est vraiment si plaisant, déplaisant? Est-ce qu'il y a vraiment autant d'enjeux? Est-ce que j'ai vraiment pas les ressources? Ça vient heurter mes normes ou mes croyances ou ça? Donc ici, il y a vraiment tout ce que nous, on appelle la réévaluation cognitive, positiver, revoir les enjeux, relativiser, sont autant d'exemples de cette famille de stratégies. Une dernière famille de stratégies, on peut réguler au niveau des manifestations. Vous connaissez tous les techniques de respiration pour calmer notre système sympathique et activer le système parasympathique. D'autres stratégies, c'est aussi parfois de prendre la posture de l'émotion. Un jour, quand vous êtes abattu, finalement, quand vous vous redressez, en fait, vous allez prendre la posture d'ouverture, peut-être de joie ou de fierté. Et qu'est-ce que vous allez observer? Vous allez observer que l'émotion naît en vous. Donc ici aussi, on a tout un ensemble de stratégies à notre disposition, c'est d'agir vraiment sur les manifestations de l'émotion. Et vous le voyez peut-être, il manque une famille de régulation qui est un peu particulière, c'est le soutien social. L'autre est une source énorme pour réguler nos émotions,
Évidemment, c'est aussi une source énorme d'émotions parfois déplaisantes. Hein. C'est Sartre qui disait que l'autre, c'est l'enfer. Mais les études de bien-être montrent clairement aussi que l'autre, c'est le facteur numéro 1 du bien-être dans la vie et au travail. Le partage social autour de l'émotion nous permet d'apaiser l'émotion, de se sentir moins seul, d'avoir une appartenance, de prendre du recul. Donc, c'est vraiment une vraie ressource pour réguler nos émotions. Mais attention, encore faut savoir qui voir avec quelle problématique émotionnelle. Si vous avez le doute et vous allez voir quelqu'un qui va renforcer le doute, c'est peut-être pas la bonne personne stratégiquement. Par contre, si vous êtes très sûr de vous, allez voir la personne qui va vous faire douter. Mais si vous êtes déjà dans le doute, rajouter encore du doute, c'est peut-être pas la meilleure option. Donc, on doit savoir vraiment à qui demander quoi par rapport à nos problématiques émotionnelles. Et aussi, notre réseau de soutien se construit quand tout va bien. C'est quand tout va bien qu'on construit et que du coup, il devient disponible quand ça ne va pas. Donc, on a vraiment besoin de mettre en place une vraie stratégie de créer notre réseau de personnes de soutien. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous dans un premier temps. C'est déjà de comprendre comment ça fonctionne. Et maintenant, si vous avez envie, je peux partager quelques trucs et astuces avec vous pour développer l'intelligence émotionnelle. Je partage avec vous 7 clés que j'utilise fréquemment en entreprise, en accompagnement individuel ou en formation autour des émotions. La toute première chose, c'est vraiment s'entraîner au processus émotionnellement intelligent. S'entraîner à ces 7 étapes. S'entraîner à dire, mais attends, je suis face à une émotion, c'est quoi toutes les manifestations, les indices que j'ai? C'est quoi son déclencheur? C'est quoi son besoin? C'est vraiment faire le check-up des émotions régulièrement. Se poser la question des intensités, des conséquences, des vertus, et puis de rentrer en tactique finalement pour dire quel est le bon mélange émotionnel par rapport à ce que je dois faire, ce que j'ai envie de faire. Et ensuite, se poser la question des régulations. Ça, c'est pas vraiment un truc et astuce parce que c'est plutôt une méthode de travail de ces émotions. Mais vraiment s'entraîner régulièrement avec cet outil, c'est quelque chose qui nous aide durablement à transformer et à développer nos émotions. Une autre bonne pratique, c'est faire sa météo. Faire sa météo, c'est quoi? C'est de dire au moins, mais attends, à quelle émotion j'ai affaire? Parce que c'est la condition numéro 1 pour pouvoir agir dessus. Je vous invite vraiment à le faire pour vous déjà, parce que si vous faites la météo avant de rentrer dans un entretien et vous êtes agacé parce qu'il y a un collègue qui vous, voilà, ça s'est pas très bien passé le dernier échange, et vous rentrez avec cet agacement dans un entretien de développement avec un collaborateur, votre agacement va colorer le déroulé de l'entretien, alors que ça appartient même pas à la situation. Donc, il y a un vrai travail sur votre météo, mais aussi celle de l'autre. Si vous voulez dire quelque chose de critique à quelqu'un, lui faire un peu un retour critique, et il est déjà pas bien, c'est peut-être pas le bon moment de faire une critique. Si on peut différer. Si on peut peut-être déjà essayer d'apporter peut-être de l'émotion plaisante pour recréer un équilibre, un autre état, pour que la personne elle est davantage en mesure d'accueillir ce qu'on va lui dire. Donc, faire la météo pour soi, pour les autres, est un vrai exercice. On peut d'ailleurs aussi, si vous avez des équipes, introduire ça comme pratique de démarrage de réunion. Et on peut même modifier la météo en disant, je propose un tour de table où chacun raconte une réussite personnelle ou professionnelle de la semaine. Et là, vous allez utiliser quelque chose. Vous utilisez l'émotion plaisante de manière stratégique parce que vous allez créer de l'ouverture chez les personnes, de l'intérêt, envie d'explorer. On donne accès aussi à ces ressources quand on est en émotion plaisante. Donc ça, c'est une autre bonne pratique, vous voyez en violet, c'est utiliser les émotions plaisantes. Alors nous, on voit qu'il y a quelque part un ratio pour vivre épanoui au travail, dans la vie. Il y aurait un ratio.
un ratio entre émotions plaisantes et déplaisantes. Alors, pour une émotion déplaisante, il faudrait vivre au moins 3 émotions plaisantes et mieux encore 5. Alors, c'est un sacré ratio. Dans la journée, c'est intéressant de garder ce œil-là, cette vigilance. Est-ce que je suis dans le ratio? Est-ce que dans ma matinée, j'ai vécu quoi? Ah, j'ai vécu un agacement, une petite inquiétude. Mais après, j'ai vécu un moment de joie, de fierté, de satisfaction. OK, voilà, quel est mon ratio? Et on devrait essayer d'alimenter nos journées de manière à vivre un ratio plutôt 1,3 pour le minimum et mieux encore 1,5. Ça, c'est notre ratio global, mais ce qui ne veut en aucun cas dire qu'il ne faut pas accueillir les émotions déplaisantes. J'espère que vous l'avez bien vu dans mon message, toute émotion est bonne. À nous de décoder les intentions. Mais dans le ratio global, on aurait quelque chose de cet ordre-là. Une autre bonne pratique, c'est vraiment apprendre à s'activer des émotions ressources. Il y a des émotions qui peuvent aider à réguler d'autres émotions. Quand j'ai peur, quand je suis dans le doute, l'émotion qui peut être ressource pour moi peut être la fierté, parce qu'elle me redonne un sentiment d'estime et de compétence. Et du coup, je suis un peu plus équilibrée. Par contre, par exemple aussi, quelque chose qui va bien ensemble, c'est quand je suis très joyeuse, le risque, c'est que je perds de vigilance. Donc, ce qui va bien avec la joie, à un moment, c'est de se remettre l'enjeu et donc de se connecter peut-être à une inquiétude, une peur modérée. Donc, on voit comme ça qu'il y a des émotions qui vont bien ensemble et que parfois, on peut s'activer des émotions en ressources pour être mieux, dans un meilleur mélange émotionnel face à ce que je dois faire. Alors, une autre bonne pratique encore, on a déjà parlé de l'outil d'analyse, de la météo, des émotions plaisantes, des émotions en ressources. Alors là, c'est un outil plutôt autour de la régulation. C'est régulièrement se poser la question, mais comment je peux réguler mes émotions avant que finalement je suis confrontée à la situation? Si vous savez que vous allez avoir un entretien difficile avec votre N+1 ou avec un collaborateur ou vous allez avoir une présentation, on peut se poser en amont la question, mais quel est le mélange émotionnel que je vais vivre? Et comment je peux agir sur mes émotions en amont pour qu'elles sont des alliés? Nous, on voit que 92% des situations émotionnelles, on les connaît avant qu'elles ne surviennent. Mais on se prépare pas dans le même ratio du temps. Donc, on a une vraie marge ici. Et après, évidemment, on a tout un tas aussi de stratégies qu'on peut mettre en place une fois l'émotion est là. L'enjeu ici, c'est quoi? C'est de développer des nouvelles stratégies. Vous avez vu le schéma tout à l'heure des 5 familles de régulation. Nous, ce qu'on fait en accompagnement, on regarde quelles sont les stratégies préférentielles de la personne. Moi, nombre de personnes que je rencontre, ils me disent, moi, je suis dans l'anticipation et puis après, je relativise. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la personne, elle sait jouer peut-être sur les situations, elle joue sur l'interprétation des choses, mais qu'est-ce qu'elle fait au niveau de l'attention? Qu'est-ce qu'elle fait au niveau des manifestations? Est-ce qu'elle utilise du soutien? Et donc, du coup, l'enjeu ici, c'est d'acquérir vraiment la flexibilité pour qu'on ait un maximum de stratégies de nature différente à notre disposition pour apprivoiser le monde des émotions. Donc, du coup, on arrive au dernier truc et astuce que je veux partager avec vous aujourd'hui. C'est exprimer ses émotions. Alors, moi, je suis pour l'expression des émotions, avec peut-être une modération qui est exprimer les émotions de manière authentique, oui, mais aussi de manière responsable. Je ne dépose pas une colère 7/7 et ensuite je m'en vais. L'autre ne comprendra rien du tout à ce message et puis ça risque de détériorer la relation. Donc j'exprime mon émotion de colère, oui, mais à une intensité audible pour l'autre et d'une manière audible. Ça veut dire quoi? Je parle de mon déclencheur, je parle de mon besoin et je parle de ce que ça me fait et ce que je veux, ce qui change. Donc là, on a vraiment quelque chose, ok, on exprime les émotions, mais il y a quelques habilités comment faire. Toute émotion déplaisante non exprimée, ça va être comme une épine.
Vous savez, les épines, quand on les enlève pas, ça devient des abcès et ça fait vraiment mal. Et avec l'émotion, c'est pareil. Moi, je suis pas mal sollicitée aussi sur des équipes qui vont mal ou des risques psychosociaux parce qu'en fait, il y a 5 ans, 6 ans, 7 ans, des colères non exprimées qui se sont juste enquistées. Et à un moment, on est face à un truc énorme. Si on a une émotion déplaisante, colère, peur, tristesse, c'est des opportunités de construire la relation. Quand je l'exprime, ça montre à l'autre que j'y tiens à lui et que j'ai besoin que quelque chose dans notre relation change. Donc, c'est des opportunités pour faire grandir nos relations. De l'autre côté, exprimer ses émotions plaisantes, c'est aussi très important. Parce que chaque fois, j'exprime que, waouh, tu vois là, comme on a travaillé aujourd'hui, c'est super, j'ai adoré, c'était vraiment top. Ben, je renvoie à l'autre le message que là, finalement, on est dans le juste, on est dans le bon et qu'en fait, on doit chercher à augmenter les moments quand on travaille comme ça. Et c'est la boussole de comment c'est bien d'être ensemble. Donc, exprimer les émotions plaisantes, c'est aussi, au moins, aussi important que d'exprimer les émotions déplaisantes pour construire nos relations au quotidien. Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous sur l'intelligence émotionnelle, les 7 bonnes pratiques qu'on pourra développer, mais aussi, c'est pas juste, vous voyez, l'intelligence émotionnelle, vous n'allez pas sortir et ça se développe maintenant. C'est pas parce que vous lisez un livre. Vous avez vraiment besoin de vous entraîner, de vous tester. Et pour ça, il y a besoin de beaucoup de bienveillance envers soi-même. Parce que peut-être vous allez vous dire, tiens, je vais aujourd'hui tester d'exprimer ma colère ou je vais exprimer la fierté à quelqu'un. Et puis, on se prend peut-être un peu maladroitement. Mais ça nous aide juste pour savoir comment faire mieux. Vous voyez, c'est déjà, vous avez essayé, c'est super. Et donc, pour développer le monde de l'émotion et de l'intelligence émotionnelle, on a besoin de s'y entraîner régulièrement, de se créer des situations d'apprentissage. Et évidemment, l'intelligence émotionnelle aussi, en fait, c'est une partie. Vous voyez, c'est je travaille les compétences de gestion émotionnelle. Mais après, il y a aussi mon corps, il y a mon sens au sens plus large, il y a tout un tas d'autres choses qu'on peut travailler. Parce qu'au fond, est-ce qu'on ne gagnerait pas tous de développer un peu dans notre environnement aujourd'hui de plus en plus complexe, de plus en plus contraignant? Moi, j'aime bien l'appeler l'esprit MacGyver, mais c'est un peu ce côté, comment je peux rester serein et connecté à mes ressources et mes moyens dans un environnement de plus en plus complexe. Avec mes collègues, on est convaincus que l'environnement, ça va aller de plus en plus complexe. On ne peut pas dire dans nos interventions que l'environnement va se réduire en enjeu, en stress, en urgence. Ça va aller juste de plus en plus. Alors du coup, il y a un vrai enjeu, c'est de travailler sur soi, sur le pourquoi on fait les choses. Est-ce qu'on est est-ce qu'on est bien là où on est et de chercher à travailler son épanouissement. Et l'émotion et l'intelligence émotionnelle, c'est des vrais guides pour nous dans ces situations-là. Voilà, du coup, voilà, c'était peut-être mon côté, quand j'étais ado, je regardais MacGyver. Mais c'est vraiment ce côté, voilà, dans toute situation, en fait, les émotions peuvent être nos guides, elles peuvent être nos parasites. À nous de développer nos compétences émotionnelles pour pouvoir positivement les utiliser dans les différentes situations. Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous. Et donc, si vous êtes d'accord, j'ai maintenant une liste de questions qui m'est arrivée. Du coup, si vous voulez, j'essaie d'y répondre petit à petit. Alors, je n'ai pas du tout regardé l'heure, il est 12h50. Donc, ça va, on a encore le temps des questions. Ça vous convient? Moi, je n'ai pas vos microphones, il faudra que je les mette on pour vous entendre. Ça va, ok. Donc, je regarde les questions. Alors, est-ce qu'on va recevoir la présentation? Oui, j'ai votre liste mailing, donc je vais vous l'envoyer tout simplement la présentation. Par rapport aux résultats de l'enquête, ce que je peux faire aussi, on a eu Science et Avenir, on a fait une petite publication dessus. Donc, du coup, je peux vous les envoyer en lien aussi dans le email. Je vous joins le lien pour Science et Avenir
pour avoir accès aux premiers résultats de l'enquête. Je vois une question. Est-ce que l'intelligence émotionnelle est une maîtrise de ses émotions ou la capacité à les partager et les générer? Oui. Et entièrement, c'est une capacité qui nous permet, je préfère le terme d'apprivoiser que maîtriser. Parce que maîtriser, pour moi, il y a quelque chose comme, je ne sais pas, peut-être c'est mon côté étrangère, mais maîtriser un adversaire, vous voyez? Moi, c'est ça que j'ai comme image quand j'ai la notion de maîtriser. Et pour moi, l'émotion, c'est plus quelque chose que j'apprivoise. Et du coup, ce serait plutôt à apprivoiser mes émotions, à les partager, à les générer. Là, voilà, je mettrais plus le mot apprivoiser, mais c'est tout à fait ça. Vous pouvez enregistrer. Du coup, je vous réponds tardivement. Donc, peut-être vous l'avez fait. Si vous l'avez fait, OK. Moi, j'ai enregistré la conférence. Donc, si vous voulez, je peux aussi vous mettre le lien dans le mail. Voilà. Est-ce que j'ai des livres et des lectures à vous proposer? Oui. Attendez, normalement, j'ai même… là, vous avez quelques éléments. Et… voilà, ça, je ne voulais pas. Si vous voulez… Non, je n'arrive pas en arrière. Bon, vive la technique. Il y a quelques références et je peux vous ajouter une petite biblio que je partage volontiers en PDF dans le mail avec vous, bien volontiers. Vous êtes arrivé en retard. Donc, vous aurez le lien avec voilà, les éléments pour faire un rewind. Quelle émotion permet de gérer le trac à la prise de parole? De l'inquiétude. Alors, la prise de parole, l'inquiétude, ce qui est vraiment une vraie émotion ressource, c'est la fierté et l'intérêt. En fait, dans la prise de parole, souvent, on se trouve mono-émotion, que l'inquiétude prend toute la place. Et finalement, quand vous allez chercher des émotions plaisantes en face qui prennent plus de place, ça va vous permettre aussi de mettre vraiment quelque chose à côté de l'inquiétude. L'inquiétude, elle a lieu d'être parce que c'est ce qui vous donne la vigilance dans la prise de parole. C'est ce qui vous emmène à vous préparer. Donc, elle a tout son rôle. Je sais, il y avait, j'ai oublié son nom, mais il y avait une actrice qui disait « Le jour que je n'ai plus de trac quand je monte sur scène, ce serait le jour où je devrais arrêter. » Donc, il y a un vrai rôle fonctionnel de l'inquiétude et du trac. En même temps, on a besoin de le canaliser pour qu'on ne perde pas nos moyens. Et les émotions ressources, c'est l'intérêt. Comment je vais créer du lien avec mon public? Waouh! Comment je transmets l'intérêt pour que les autres aient envie d'explorer, d'aller plus loin? C'est une vraie ressource. Et la fierté de se dire, tiens, j'ai peut-être déjà géré des situations, j'ai peut-être un sujet intéressant à partager. Ça peut faire vraiment des belles émotions ressources. Alors, je regarde qu'est-ce que j'ai d'autre. Quelle émotion? Comment détecter les émotions, les apprivoiser, mais comment faire pour influencer celles des autres? Pour quels résultats? Et est-ce qu'il y aurait un lien avec la manipulation? Alors, influencer les émotions des autres. Pour moi, ici, il y a une grande question. C'est déjà, est-ce qu'on doit les influencer? C'est quasiment philosophique à des moments, excusez-moi, mais effectivement, la première question, c'est parfois on se dit la personne est triste et je vais chercher à la rendre moins triste. Mais c'est peut-être aussi avant tout d'écouter et d'accueillir l'émotion de l'autre. Et c'est déjà un super outil de régulation. C'est de dire tu es triste, parle-moi de ta tristesse. Qu'est-ce qui te rend triste? Qu'est-ce qui se passe pour toi? Waouh! Et après, ce qui est une belle ressource, c'est de dire, tiens, mais là, tu vois, quelles sont tes ressources dans cette situation? Qu'est-ce que tu peux faire? Et là, on est vraiment sur l'empathie. Mais ça vient une fois on a accueilli. Quand on pose la question, qu'est-ce que tu peux faire avant que la personne a pu partager? Ou pire encore, parce que voilà, on a un peu le réflexe du sauveur, on lui dit, tu devrais faire ça. En fait, on accueille et on n'entend pas l'émotion de l'autre. J'aime bien prendre l'exemple des enfants. Je suis maman et j'aime bien parce que les enfants, on voit les mécanismes émotionnels beaucoup moins filtrés que chez nous adultes. Et parfois, je vois, on dit à un enfant mais qui est énervé, on lui dit mais calme-toi. Alors qu'est-ce qui arrive chez l'enfant? Alors j'ai pu faire l'expérience jeune maman avec mes enfants. Finalement, ça augmente l'émotion de l'enfant. Et avec l'adulte, finalement, c'est pareil.
C'est juste qu'on a appris à cacher et du coup à peut-être dire, bon, ok, j'arrête et je me referme. Mais avec l'adulte, c'est pareil. Notre plus grand challenge, c'est j'accueille l'émotion de l'autre. Et c'est bien souvent mes propres émotions qui posent un peu problème. Parce que face à la tristesse de l'autre, je suis peut-être un peu démunie. Et du coup, j'essaye de trouver des solutions au lieu de juste écouter. Voilà, du coup, par rapport à quel serait le mode d'influence de l'autre, c'est déjà avant tout l'écoute et peut-être ouvrir parfois sur des émotions plaisantes en quelques trucs et astuces parce que ça mériterait sinon un deuxième webinaire. Le lien avec la manipulation. Du coup, je vous donne quelques micro-résultats de ce qu'on a trouvé dans notre étude que vous allez pouvoir lire dans Science et Avenir. Nous, aujourd'hui, on a des résultats qui montrent clairement que l'intelligence émotionnelle, c'est autre chose que la manipulation. On a étudié les traits en lien avec le machiavélisme, le psychopathe en entreprise. Et nous, on voit clairement que les gens qui sont machiavéliques, qui sont des traits psychopathie, en fait, ils ont des scores très faibles chez nous en intelligence émotionnelle. Parce que la vraie intelligence émotionnelle, c'est apprivoiser les émotions pour augmenter performance et bien-être chez soi, chez les autres. Et ça, c'est des critères qu'un psychopathe, un manipulateur ne remplit pas. Pour lui, c'est avant tout son avantage et il ne prend pas en considération ces dimensions du bien-être de l'autre. Et du coup, on a ici vraiment, ce n'est pas de la manipulation. En tous les cas, pas une manipulation dans le sens de machiavélique ou de psychopathe. On peut peut-être parfois parler de manipulation positive. Je délègue à quelqu'un un projet qui est un peu dans sa zone de développement, donc il n'a pas toutes les ressources et je le sais bien. Mais je vais lui dire, je crois en toi, je sais que tu vas y arriver et je suis là pour t'aider. Volontairement, je manipule émotionnellement ici pour que l'autre, il prend le projet, mais parce que je le situe dans la zone de développement de la personne et que peut-être il a envie de se développer et que ce projet peut apporter ça. C'est un peu comme moi, quand mes enfants ont commencé le vélo, ils ne savaient pas faire. Et je leur disais, mais tu sais faire, tu vas y arriver. Au fond, c'est de la pure manipulation positive. Et ça, oui, l'intelligence émotionnelle, c'est parfois utiliser les émotions pour encourager quelqu'un, pour mettre de la vigilance quand il faut. Mais on n'est pas dans une manipulation machiavélique ou de l'ordre du psychopathe. Donc aujourd'hui, on a vraiment des résultats dans notre étude qui peuvent le montrer et on est vraiment ravis. Donc c'est aussi un des résultats qui est sorti de l'étude à laquelle vous avez participé. Alors, qu'est-ce que je vois? Une personne qui est peu consciente de ses émotions. Comment je peux aider à exprimer, à faciliter? C'est déjà en allant sur l'accueil, peut-être en lui proposant des mots et en proposant des lectures, des feedbacks en disant « je te sens un peu mal à l'aise, qu'est-ce qui se passe pour toi ?» en posant des questions ouvertes ou des reformulations quand j'observe l'émotion chez l'autre. Moi, j'ai eu une personne qui m'a dit dernièrement, elle dit « non mais moi, je suis tout à l'aise. » Et en fait, tout son non-verbal montrait qu'elle était hyper pas à l'aise. Alors, je dis, écoute, tu vois, tu me dis que tu es à l'aise et en fait, je te sens crispée, je te sens comme si tu viens d'avaler un balai, tu es hyper, figée. En fait, moi, je vois quelque chose de différent. Qu'est-ce qui se passe? Donc, de proposer. Voilà peut-être une piste. Autre question, je vois, comment mesurer le QE? Vous pouvez aller sur notre site QE-6 pro.com et vous avez accès, vous pouvez passer le QE Pro pour avoir votre profil, votre rapport qui est accessible. Vous allez avoir un rapport personnalisé sur les 2 pôles de compétences, les 7 capacités. Donc, vous pouvez le faire en ligne. Voilà. Les liens avec le MBTI. Évidemment, il y a des liens avec la personnalité, mais voilà, ça c'est quel lien exactement j'aurais du mal à vous répondre là tout de suite en quelques instants. Voilà. Est-ce qu'avaler un balai est non danger pour la santé? Merci, vous avez bien raison. Je vois, il y a des messages privés en plus que peut-être je ne devrais pas voir en haute voix et qui me sont envoyés en clin d'œil. Est-ce qu'il est possible d'avoir les résultats de mon test, de connaître votre QE? Non, malheureusement pas.
parce que on était en mode étude et donc du coup, on ne pouvait pas vous donner accès à vos résultats du test. Voilà, nous, ce qu'on peut faire en tous les cas, vous pouvez passer par notre site. Après, si vous voulez un débriefing, parce qu'on propose des débriefings de 1 heure et demie, ce que vous pouvez faire, vous pouvez me contacter et on peut regarder ce qu'on peut faire, que je vous conseille un praticien autour de nous, voilà, ou de vous recommander quelqu'un si vous voulez aller au débriefing, si vous voulez un package quelque part. Appelez-moi et on peut appelez-moi. Faites-moi un email et on peut regarder qu'est-ce qu'on pourrait imaginer. Voilà, ça je pourrais vous proposer. Je pense qu'il y a peut-être encore, oui, comment aider nos enfants à exprimer plus facilement leurs émotions. Hmm. Bah, je réponds parce que même si on est hors temps, je prends, c'est une question importante. Alors, moi, ce que je pense qui est le premier outil, c'est déjà faire la météo avec les enfants. Ça, c'est le premier outil, c'est d'arrêter à des moments de dire, tiens, dis-moi, t'es dans quelle météo là? Et de donner des feedbacks. Je vois que, voilà, peut-être là, tu es un peu énervé, d'où est-ce que ça pourrait venir? Et déjà, si on les raccroche à leur météo, c'est énorme. Et donc, deuxième chose, c'est de les sensibiliser à cette idée, voilà, du ratio 1,3, 1,5. Moi, je veille tous les matins à ce que mes enfants partent avec une grosse couche d'émotions positives parce qu'à l'école, ils vont vivre des petits critiques par les profs, par les autres enfants, des petits attaques sur leur voilà, équilibre. Et du coup, je veille le matin déjà à ce qu'ils partent vraiment waouh, en bien-être et qu'on a le matin un vrai buffer pour créer la possibilité d'accueillir ce qui va arriver dans la journée. Et puis, le soir, de créer un temps d'échange pour parler autour. Vous avez les cartes Dixit qui sont super pour parler des émotions, je trouve. Déjà, c'est un jeu, je ne sais pas pour faire de la pub, mais je trouve que c'est un jeu vraiment chouette. Et parfois, je fais tirer à mes enfants, je fais choisir une carte et je dis, voilà, quand elles n'arrivent pas à mettre un mot sur leurs émotions, je dis, bah, je sais pas, prends une carte dans le tas des cartes Dixit et dis-moi cette carte qui représente ton état interne et parle-moi de ce qu'elle te dit. Et là, du coup, on apprivoise vraiment autour du monde des émotions. Et je crois c'est plutôt notre rôle parce que l'école, bah, elle ne le fait pas vraiment. Ou on a de la chance, on est sur un bon prof et ils le font. Mais ce n'est pas vraiment au programme des écoles. Voilà. Donc, voilà, je peux aussi d'ailleurs, du coup, vous mettre une ou deux lectures pour les enfants, si vous voulez, dans la liste des lectures. Du coup, on arrive à la fin. J'espère que j'ai répondu à quelques questions, que j'ai partagé un bout de notre passion avec vous. Donc, je vous joindrai dans le mail, voilà, le PowerPoint, quelques listes de lecture, ce que je trouve à vous joindre. Et donc, merci parce que voilà, pour moi, je suis ravie. Vous étiez là assez nombreux à suivre. Et donc, n'hésitez pas si vous voulez plus d'infos, d'approfondir. Voilà. On aura tout le loisir de le faire. Merci beaucoup. Bonne journée, plein de belles situations émotionnelles pour vous entraîner. Et puis, voilà, je dirais probablement à bientôt. Voilà, merci beaucoup. Merci, merci. Au revoir. Au revoir. Merci.